Bonjour à tous, on va pouvoir commencer, il est 9 heures. Bonjour donc et bienvenue à notre seconde édition d'Aluminov, consacrée cette année à l'aluminium décarboné. Alors avant-hier, avec certains d'entre vous, on a déjà exploré les pistes d'une décarbonation directe des procédés de production, ainsi qu'une trajectoire pour parvenir à cette décarbonation, trajectoire que l'on a vue avec l'ADEME. Et aujourd'hui, nous nous penchons sur les applications de l'aluminium et sur ce que permet le matériau grâce à ses propriétés, ce qu'il permet en termes de décarbonation, évidemment, grâce à ses propriétés, notamment à sa légèreté. Pour ceux qui n'étaient pas là lors de notre première séquence mardi, je rappelle les règles de participation. Merci à chaque participant de bien vouloir couper son micro pour éviter les interférences. Et surtout, alors les questions sont tout à fait autorisées, même encouragées. Vous pouvez les poser au fil de l'eau et pendant les exposés, mais on va vous demander d'utiliser le chat pour le faire, en passant par la petite icône qui représente une bulle et qui est à côté de la main en haut de votre écran sur la barre des menus. Donc les questions vont être regroupées, vont être synthétisées et elles seront posées par l'équipe d'Aluminium France dans la deuxième partie de cette conférence. Les intervenants sont invités à limiter leurs propos au strict nécessaire pour privilégier les échanges avec le public. Et pour ceux qui voudraient tweeter durant cette heure, on vous propose le hashtag Aluminov 2020. Enfin, je vous précise que les échanges sont actuellement enregistrés et le resteront tout au long de cette conférence en ligne. Tout de suite, on va passer la parole à Bernard Gilmont, qui est représentant de European Aluminium, pour une introduction au sujet. Bernard, c'est à toi. Merci Gaëtan et merci à Aluminium France de m'avoir invité ce matin. Petite introduction sur le contexte européen. Le pacte vert pour l'Europe ou Green Deal est la feuille de route pour faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre d'ici à 2050. Le premier acte qui a été posé par la Commission européenne en mars dernier fut le dépôt d'une proposition de loi sur le climat, actuellement en cours de débat, qui vise à inscrire dans la législation de l'Union européenne l'objectif précité dans le pacte vert pour l'Europe. Le transport routier a un rôle essentiel à jouer dans la réalisation des objectifs fixés dans le cadre du pacte vert, car il représente 20% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union et a augmenté de plus de 25% depuis les années 90. Les voitures et camionnettes représentant 75% des émissions totales du secteur du transport routier. Dès lors, la législation de l'Union européenne sur les normes d'émissions de CO2 des voitures et des camionnettes est l'un des principaux instruments de réduction des émissions de ce secteur. Et la Commission européenne vient de lancer sa révision dans le but d'établir, à partir de 2025, une trajectoire claire vers des transports à émissions nulles. Néanmoins, il faudrait que les progrès réalisés pour réduire les émissions locales de CO2, c'est-à-dire les émissions au pot d'échappement, n'occultent pas l'importance de l'efficacité énergétique en tant que telle. Un véhicule zéro émission locale ne signifie pas un véhicule zéro impact ou zéro consommation. Il faudrait donc que les législateurs commencent progressivement à s'intéresser à la consommation d'électricité, de carburant vert, d'hydrogène vert des véhicules, car l'énergie produite à partir de ressources renouvelables est trop importante et surtout pour l'instant trop rare pour être gaspillée. Un deuxième acte posé par la Commission européenne en mars dernier également fut l'adoption d'un nouveau plan d'action pour l'économie circulaire qui annonce notamment l'introduction d'un nouveau cadre législatif couvrant tous les produits placés sur le marché européen afin de promouvoir des comportements de production et de consommation plus durables. En particulier, elle prévoit l'extension de la directive européenne sur l'éco-conception au plus grand nombre de produits possibles et la révision de la directive européenne sur les véhicules hors d'usage qui vient de débuter également. Cette dernière vise à éliminer les substances dangereuses dans les voitures et exige que la plupart des pièces et matériaux des véhicules hors d'usage soient réutilisés, recyclés ou valorisés.
Cette initiative propose d'améliorer la collecte, le traitement et le recyclage des véhicules hors d'usage et à encourager l'industrie automobile à adopter un modèle durable pour la conception et la production de voitures. À cet égard, souhaitons souligner qu'il est important d'établir un dialogue sur l'éco-conception entre les fournisseurs de matières premières et les constructeurs automobiles afin de faciliter le démontage de plus de composants possibles avant broyage d'une part, je parle de composants d'aluminium bien sûr, et de faciliter la séparation après broyage d'autre part, qui permettront ensemble d'améliorer la qualité et le nombre de fractions de matières recyclées obtenues. Dans son intervention de ce matin, Olivier Rebuffet nous donnera quelques idées à ce sujet. Nous souhaiterions également que l'extension de la directive sur l'éco-conception n'aboutisse pas à une double réglementation avec la directive sur les véhicules hors d'usage, qui devrait, d'après nous, continuer à avoir la priorité en ce qui concerne les véhicules. Pour terminer, la Banque mondiale prévoit que l'ambition climatique entraîne une augmentation rapide de la demande de métaux et de minéraux. Et l'exemple le plus significatif est celui des batteries électriques, où la demande des métaux concernés, dont l'aluminium, augmenterait de plus de 1000% d'ici à 2050, dans un scénario de réchauffement climatique de 2%. Ceci est l'un des motifs ayant conduit la Commission européenne à inclure la bauxite dans sa liste des matières premières critiques et à lancer une nouvelle alliance sur les matières premières, dont European Aluminium est partenaire. L'objectif est de permettre au secteur industriel de la transition, comme l'aluminium, de travailler sur les écosystèmes comme la mobilité ou le bâtiment pour la sécurité d'approvisionnement en matériaux nécessaires et attirer des investissements. Nous parlerons plus en détail des batteries ce matin avec Martin Orientis et Gildas Fontaine. Nous aurons également le plaisir d'accueillir un architecte nautique de renom pour évoquer la décarbonisation de son secteur, M. Mark van Petegem. Et pour terminer, je rappelle la présence de plusieurs représentants des pouvoirs publics présents en nombre ce jour et que ces rencontres se tiennent sous le haut patronage de la Commission européenne qui tient le sujet de la décarbonation avec le pacte vert. Je salue donc Marion Perel qui représente la DG Climat de la Commission européenne aujourd'hui et à qui nous donnerons la parole pour une brève conclusion en fin de conférence. Belle conférence à tous. Merci beaucoup Bernard pour cette entrée en matière sur le nouveau cadre réglementaire européen en faveur de produits plus durables. Cette approche va bien entendu contribuer à accélérer la transformation des procédés de fabrication, mais aussi à augmenter les exigences des consommateurs européens. Et c'est peut-être aussi pour les producteurs français une opportunité de bénéficier au sein du marché unique européen de l'avance prise par la loi économie circulaire de 2019. Alors pour rentrer dans le vif du sujet,